Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre l'Intelligent TV. Bienvenue dans cette émission Le Débat, retransmise en direct sur 3xw.l'intelligent.tv et sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. Le développement réel de l'Afrique passe-t-il nécessairement par le retour aux sources? Est-ce vraiment cela la solution ou la solution est-elle ailleurs? Telle est la problématique que pose le débat du jour, problématique qui sera débattue par nos invités en plateau avec nous. Le Coupacom Kamit, combattant Kamit, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes sur ce plateau avec M. Dao Sekou, psychopédagogue. Bonjour M. Dao. Bonjour M. Koné. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau. En ce jeudi 15 septembre 2022, nous sommes en direct du studio de l'Intelligent TV ici à la Riviera Palmeraie. Alors messieurs, le développement de l'Afrique, c'est une question qui se pose de jour en jour. Les avis sont divergents sur cette question. On va en parler dans l'espoir d'apporter une part de contribution au développement de l'Afrique. En tout cas, on l'espère bien. Mais je voudrais, avant d'évoquer réellement la thématique, sinon le thème du jour, je voudrais qu'on évoque un peu les problèmes de développement auxquels fait face le continent africain. Alors, on commence avec vous, le Coupacom. Quel est l'état des lieux que vous faites de nos différents États africains après plus de 5 décennies d'indépendance? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie toute l'équipe de l'Intelligent TV de m'avoir donné la parole. Au fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, comme on disait, l'Afrique était vraiment en plein développement, dans une harmonie totale, jusqu'à ce que, comme vous savez tous, les autres viennent mélanger l'Afrique avec une histoire de colonisation, religion et tout ça. Donc actuellement, pour que l'Afrique reprenne vraiment cette puissance, il faut que l'Afrique retourne à ses sources. Voilà, donc c'est le combat que nous menons actuellement. Vous décrivez actuellement des États africains dans le sous-développement, c'est ça? Dans le sous-développement. C'est ce qui fait qu'actuellement, l'Afrique, quand vous voyez bien, je ne vais pas parler des 6 continents, mais parlons des 4 continents nécessaires, vous voyez que l'Afrique est mal vue. Voilà, donc nous les Kamites, nous menons ce combat, il faut que l'Afrique se réveille. Voilà. D'accord, M. Dao, c'est le même constat que vous faites aussi des États africains. Est-ce que vous estimez aussi, comme le Coupacom, que nos États africains sont encore dans le sous-développement? D'abord, je pense que c'est une question qui mérite d'être traitée avec beaucoup d'attention. Sur la question, il faut d'abord savoir ce que c'est que le développement et puis ce que c'est que le sous-développement. Lorsque nous nous référons au thème de référence imposé par le PNUD, le développement a un lien forcément avec la productivité d'un pays, avec le nombre de scolarisés, avec le nombre de riches et de pauvretés dans un pays donné. Je parle de façon triviale, sur la définition qui a été donnée par le PNUD. Donc, partant de ce constat, je pense que beaucoup de pays africains sont en train de sortir du processus de sous-développement pour se diriger résolument vers ce que j'appellerais des pays émergents et à la longue, et devenant plus tard des pays développés. Avec ce que nous voyons déjà, 50 ans d'indépendance, je pense que l'Afrique a pu sortir quand même la tête du sous-développement qu'il a longtemps sclérosé dans son évolution sociale et culturelle. Donc vous estimez que l'Afrique est déjà développée? Oui, certains pays africains quand même ont une bonne marge de développement, eu égard, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la définition, au thème de référence élaboré par le PNUD. De ce point de vue, certains pays africains, la majorité d'ailleurs, sont quand même sur le bon chemin du développement, d'où l'appellation pays émergents. Alors, Lukou, est-ce que vous avez la même perception comme M. Dao relativement au terme de développement durable? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, je voulais rebondir un peu sur ce qu'il a dit, c'est que quand il parle de l'indépendance de l'Afrique, nous les Kamites, nous ne voyons pas un peu comme les autres. Parce que nous les Kamites, l'indépendance de l'Afrique n'a pas encore pris totalement.
Voilà, politiquement parlant, on peut parler des indépendances politiques en 1960 et autres. Mais nous, les Kamites, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Voilà, l'Afrique doit se libérer totalement. Voilà, c'est pour cela que je dis que l'Afrique doit se développer avec ses propres. Alors, quand vous dites que l'Afrique n'est pas encore indépendante, à votre avis, pour vous, l'indépendance, c'est quoi? Une Afrique indépendante ressemble à quoi? Ok. Le mot indépendant, comme on le dit, indépendant, c'est celui qui arrive à se mouvoir, qui arrive à prendre ses décisions lui-même. Mais vous-même, quand vous voyez, est-ce que l'Afrique arrive à prendre ses décisions elle-même? C'est ça. Est-ce que nous ne sommes pas dans des États africains où ce sont les populations elles-mêmes qui choisissent leur président, ce sont les populations elles-mêmes qui choisissent leurs députés, leurs maires, conseillers régionaux, tout ça? Bon, vous voyez, c'est ce qu'on pense. Voilà, c'est ce qu'on pense. C'est pour cela, bon, quand il a brossé le mot développement, il y a une manière de voir les choses. Voilà, il voit les choses de manière politique. Vous voyez un peu. Il voit les choses de manière politique, alors que nous, les Kamites, nous voyons des choses de manière plus profonde que ça. Vous voyez un peu. Politiquement, comme j'ai dit, l'Afrique est libérée depuis 60 ans, 1960 et autres. Oui, c'est ce que nous voyons. Mais l'Afrique n'est pas totalement libre. Justement, voilà, l'Afrique n'est pas totalement libre. Pourquoi on dit que l'Afrique est libre? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Quels sont les différents paramètres qui permettent de percevoir cela? Voyez un peu, quand on parle des sources africaines, je ne peux pas parler de sources africaines sans parler de la tradition. Revenons un peu en arrière. L'Afrique se développait avec un système très exceptionnel. Prenons, je ne peux pas parler des traditions sans parler de période précoloniale. Parce que lorsqu'il y a eu la colonisation, on a eu qu'il y a eu un mélangement. On nous a fait croire que le vrai est du faux et du faux est du vrai. Donc on a été mélangé totalement. Donc pour parler de l'Afrique vraie, il faut qu'on fasse un retour en arrière. Vous voyez, l'Afrique se développait d'une manière exceptionnelle et libérale. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Voilà. Actuellement, quand vous parlez d'une certaine indépendance, bon, une certaine indépendance en plan politique, mais l'Afrique était encore plus libérale avant, au niveau de l'école. Je ne voulais pas trop brosser ça, mais vous voyez, au niveau de l'école, les cours qu'on donne ne dépendent pas de nous. Les choses viennent d'ailleurs. Sinon, en âme et conscience, il y a des choses que l'Afrique doit apprendre. D'accord. Allez-y. Ok. Ce que les enfants, nos enfants ne font, ce que nous avons répété depuis 1960, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est des choses qui ne vont même pas servir à l'Afrique. Vous pensez alors que tout ce qu'on apprend aux élèves à l'école en ce moment, ce sont des choses inutiles? Il faut se passer de ces choses-là? Je ne dirais pas inutile tout à fait, mais pas utile. Ce n'est pas tout qui est utile. Quelque chose peut ne pas être inutile, mais pas utile. C'est ce qu'il faut comprendre, au fait. Expliquez-nous, on ne comprend pas. Voilà. On peut apprendre quelque chose qui n'est pas utile. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qui n'est pas inutile, mais ce n'est pas utile, c'est neutre. Vous voyez un peu, quand on fait répéter un enfant de 6 ans jusqu'à 12 ans, Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, il y a des choses qu'on doit apprendre à l'Afrique. Vous pensez que si c'était ça, on faisait réciter à, comment on appelle ça, Thalès et Pythagore et autres, ils allaient devenir hyper conscients comme ça. Mais on sait aussi que pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi l'Afrique qui a participé. Donc évoquer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aux élèves, c'est forcément leur parler aussi de l'apport des Africains. Quand j'entends mon frère Loukou s'exprimer en jetant le discrédit sur les différentes formations qui sont faites aux Africains, je comprends aisément pourquoi depuis longtemps certains contrées africains sont encore dans le sous-développement. Parce que lorsqu'il dit que les Africains nous imposent des choses de l'étranger, je dis mais il faut qu'on arrête pour une fois d'accuser toujours les autres. Il faudra qu'on soit quand même courageux, nous-mêmes Africains, de nous poser la question, quelle est notre part de responsabilité dans les drames que nous vivons? Vous voyez, l'Afrique a connu quand même des empires. On a connu l'empire mandingue, on a connu l'empire du Ghana qui avait pour capitale Kumbi Salé, on a connu même l'empire en Afrique du Sud du Monomotapa. Mais ces empires-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur.
les gens, il y avait une barbarie terrible qui régnait dans ces contrées-là à l'époque. J'en ai pour preuve le système des castes qui a prévalu à l'époque et qui a cours aujourd'hui, qui est une véritable stratification de la population. On parle d'un côté des ronrons, des nobles, on parle de l'autre côté des esclaves, c'est-à-dire, voyez-vous le drame que les Africains ont imposé à leurs propres tribus, en martyrisant certains, en se prenant pour supérieurs aux autres. Donc, si on comprend bien, même quand vous regardez même le déroulé même de ces empires-là, on se rend compte aisément que c'est nous-mêmes les Africains qui avons développé le système de l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, ce système a cours encore dans certains pays africains, où certaines personnes sont traitées d'esclaves. Et jusqu'à même, on pousse la bêtise jusqu'à interdire des unions entre certaines familles, sous le fallacieux prétexte que cette famille, ce nom est issu d'une tribu de forgerons, donc il ne devrait pas épouser cette famille de nobles, des gens qui décident sur des bases souvent qui ne tiennent même pas, ils décident qu'eux ils sont nobles et les autres sont esclaves. Bon, un tel système de barbarie, ça c'est un exemple de temps de barbarie qui a prévalu dans nos différents empires, qui montre le niveau même, vous messieurs du thème, de barbarie extrême qui prévalait dans ces contrées-là. Donc moi aujourd'hui je dis qu'aujourd'hui, si l'Africain a pu se débarrasser de ces pratiques moyenâgeuses, mais il faut dire merci aux Occidentaux qui sont arrivés, c'est vrai, ils ne sont pas blancs comme neige, ils ont leurs défauts certes, mais ils ont fortement contribué à humaniser les Africains dans leur général, qui étaient pour la plupart des adeptes du diable, du démon, avec des pratiques barbares. C'est-à-dire, lorsque un roi mourait par exemple, il fallait décapiter souvent 3 personnes, 7 personnes pour accompagner le roi dans sa dernière lumière. Bon, vous voyez, ce genre de pratique, c'est condamnable. Donc moi aujourd'hui, j'estime que l'apport de l'Occident à l'Afrique est quand même à saluer. Tout n'est pas parfait, mais ils ont fortement contribué quand même à nous humaniser, à faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Africain s'est débarrassé de cet art et retard, de ses insuffisances, de manière à réussir à nous mettre dans le moule du développement. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais je pense que le fait que nous nous débarrassions de nos pratiques barbares à laquelle beaucoup nous identifiaient est à saluer à mon sens. D'accord, alors Loko Pacom, vous l'avez entendu, vous qui êtes pour le retour aux valeurs ancestrales, quand on écoute M. Dao, on a l'impression que nos ancêtres n'étaient pas des hommes justes, des hommes corrects. Il a dit qu'ils étaient beaucoup enclins à la barbarie, à la violence. Il a fallu l'avènement du blanc, du colon, pour que l'Africain soit humain. Ok. Je vais lui dire que il me semble qu'il n'a pas pris le temps suffisamment pour apprendre l'histoire de l'Afrique. Quand on parle de l'harmonie, d'amour, tout venait de l'Afrique. Avant, on parlait des lois africaines, on parlait de la loi de Math, où on montrait tout l'amour. L'Africain n'est pas barbare comme il a dit. C'est lorsque... C'est des faits. Non, je viens. C'est lorsque ceux qu'ils pensaient qu'ils sont venus nous aider, c'est lorsqu'ils sont arrivés que la barbarie est née en Afrique. Alors, si on vous comprend, avant l'avènement des Blancs, les Africains étaient en harmonie. Justes, les Africains vivaient en harmonie. On était en harmonie. Il a fallu que le blanc arrive pour que tout se gâte. Seulement que ce qui n'a pas compris, tout peuple avait des guerres internes, un peu comme chercher des terres et tout ça. Il y avait un peu ça. Ça justifie aussi la barbarie dont il parle. Oh non, mais pas barbarie comme il disait. Vous qualifiez ça comment? Non, pas barbarie comme il disait. Vous qualifiez ça comment? Non, ce n'était pas la barbarie. C'était quoi alors? Non, ce n'était pas la barbarie comme il se dit. Est-ce qu'il sait quoi? bien que... Non, ce n'est pas... Je vais arriver à là, je vais répondre, mais est-ce qu'il sait bien que les gens qui sont venus avec la guerre, ils nous ont menti sur notre propre histoire. Quand ils sont venus d'abord, ils nous ont fait croire que nous n'avons pas d'histoire. Alors qu'un peuple qui a créé l'écriture, qui allait même t'enseigner l'écriture, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas d'histoire. L'Afrique, je vous dis quelque chose. Pourquoi on dit qu'on doit revenir aux sources? L'Afrique, en tant que les premiers hommes, la première, disons, sortie humaine, a tellement réfléchi sur la nature, a réfléchi sur la vie. Et c'est l'Afrique. Tout ce que vous voyez, vous pensez que c'est l'Africain qui a fait sortir tout ça, que ce soit même la culture. Ceux même, vous pensez qu'ils sont venus nous aider.
Si on veut aller en profondeur, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Même eux-mêmes, leur vie, comment s'organiser, c'est les Africains qui ont montré. Jusqu'à ce qu'ils viennent apprendre, aller s'organiser et venir nous combattre. Donc ne pensez pas ils nous ont rien apporté d'extraordinaire. Prenons le cas quand il parlait des... Même avec aujourd'hui la technologie, aujourd'hui on a la possibilité... Non, la technologie, vous voyez pourquoi ils se sont développés? Je vais aller un peu en arrière. Qui a montré l'écriture au blanc? C'est Cadmos qui a montré l'écriture au blanc. À Hélène, l'écriture hellénique, qui est devenue en même temps écriture romaine, grecque et puis vers la fin latin. C'est nous, on leur a montré l'écriture. Ils ont appris, d'autres sont venus étudier ici, comme les Thalès, Pythagore. Nous-mêmes, nos propres formules, ils ont pris pour partie, ils ont mis dessus, ils ont fait répéter aux enfants, écrit d'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Thalès, alors qu'ils n'ont rien créé. Les Noirs, quand ils créaient les pyramides, si on était si bête que ça, on n'allait pas créer pyramides. C'était fait en béton. Des milliers d'années avant, je sais, le nom que je ne voulais pas prononcer. Les milliers d'années avant notre ère, on a créé les pyramides, on a construit des pyramides avec des bases solides. Les gens sont venus, ils ont appris les systèmes et ils sont partis, ils ont recopié, ils ont fait de ça leur propre formule. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas encore dire que nous sommes bêtes. Vous voyez, quand les Blancs venaient au début, on était déjà développés à notre manière. Mais encore plus que ce qu'eux ils pensaient, parce que leur développement, beaucoup ont commencé à partir de... Alors, quand vous dites qu'avant que les Blancs n'arrivent, le continent africain était un continent déjà développé, qu'est-ce qui permettait de constater cela? Quels étaient les éléments, les indices de développement du continent africain à cette époque-là, avant que les Blancs n'arrivent? Ok. Premier indice, si vous voulez, Thalès a fréquenté où? Ici. Pythagore a fréquenté ici. Jusqu'à même arriver, quand vous prenez... Même quand vous dites ici, vous faites référence à l'Afrique? C'est en Afrique. D'accord. Voilà. Je ne vais pas dire Égypte et autres, parce qu'avant, l'Afrique, c'était tout entier, c'était tout cet espace. Même espace. Voilà. Et jusqu'en 1500 même, c'est-à-dire avant notre ère, jusqu'à 1500, il y avait encore l'Afrique détenait les premières universités. Au temps de Soni Alibert, l'Empire Songhai, l'Afrique avait 5 universités. Université de Gao, Université de Gênes, et on avait 5 universités. Soni Alibert même avait reconstruit l'Afrique de l'Ouest, avait créé un système encore plus intéressant. Jusqu'à ce que ceux-là, ils viennent, mais ils ont commencé à nous combattre depuis longtemps. Ils ont détruit nos systèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que, quand vous dites que l'Afrique, au départ, était un continent développé, on avait tout ce qu'il fallait, l'Afrique a créé l'écriture, tout ceci, et après, les Blancs viennent pour bouleverser tout. Comment on peut expliquer ça, M. Dao? Mais justement, c'est une fuite en avant même des Africains en général. Toujours accuser l'autre de ses insuffisances personnelles. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette conception erronée. Moi, c'est vrai, les Africains, ils avaient leur culture, ils avaient leur pouvoir, leur puissance, qui leur était propre. Ça, c'est une réalité. Lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, mais l'Afrique a beaucoup de ressources, mais jusqu'à présent, l'Afrique a beaucoup de ressources. Mais comment expliquer que malgré toutes nos ressources, on n'arrive pas à émerger véritablement? Mais ça, ce n'est pas le problème du Blanc. Il y a une question de culture, il y a une question comportementale, il y a une question de posture mentale même de l'Africain vis-à-vis même de lui-même. Regardez même aujourd'hui en Afrique, je ne vais même pas aller dans les siècles passés. Regardez même aujourd'hui en Afrique comment les Africains se comportent. Regarde le mode des pensées des Africains et on va comprendre pourquoi au lieu d'être des acteurs du développement, beaucoup d'Africains se sont transformés en acteurs du développement, du sous-développement. Voici un peuple qui ne prospère que dans la méchanceté. Voici un peuple qui ne prospère que dans la jalousie. Voici un peuple qui ne prospère que dans la haine. En Afrique, c'est en Afrique qu'on voit un peuple qui combat fortement un autre parce qu'ils n'ont pas la même vision idéologique. L'intérêt du peuple, du pays, ne leur dit absolument rien. En Europe, il y a des opposants partout. En Europe, il y a des contradictions. Mais lorsqu'il s'agit de l'image du pays, on voit une union sacrée autour de cela. Mais c'est en Afrique aujourd'hui, pour des considérations politiques, ethniques, souvent religieuses, il y a une division, c'est-à-dire l'intérêt du pays même est mis à côté, et c'est les intérêts mesquins des individus
qui ont pignon sur rue. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Est-ce que vous ne pensez pas, comme il a signifié, que c'est le blanc, l'Occident qui est derrière tout ceci, l'Occident qui va pousser, soutenir une partie, remonter une partie de la population contre une autre partie? Non, moi je ne crois pas. Mais pourquoi l'Africain ne peut pas aller manipuler l'Occident et c'est l'Occident qui arrive à nous manipuler? Non. C'est comme si tu me disais, moi je suis chez moi à la maison, quelqu'un vient me manipuler pour que je tue mon enfant, pour que je tue ma femme, mais ce n'est pas lui qui m'a manipulé. On se dit que l'Occident est plus puissant que l'Afrique. Non. Militairement, économiquement, tout ceci, ce sont des armes qu'on peut utiliser contre l'Afrique. Mais justement, mais qu'est-ce que nous les Africains avons fait jusque-là, depuis l'avènement du monde, malgré le fait que nous ayons créé l'écriture, malgré le fait que nous ayons toutes ces richesses? Qu'est-ce qui nous a empêché véritablement de nous-mêmes développer, de créer des infrastructures de manière à tenir la dragée haute à ces blancs-là? Mais c'est notre paresse légendaire, c'est notre paresse atavique qui fait que notre conception erronée même de la vie. C'est-à-dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Africain est un être foncièrement méchant, qui ne veut pas la réussite de son frère, contrairement aux blancs, qui ont réussi à créer cette union sacrée autour d'eux pour permettre à leur continent d'évoluer. Le continent européen n'a pas de ressources véritablement. Mais comment comprendre qu'un continent qui est pauvre arrive à dominer corps et âme un continent aux ressources multiples comme l'Afrique? Il y a un problème fondamental qu'il faut voir. Ça n'a rien à voir avec la manipulation, non. Il faut que nous-mêmes, à un moment donné, on arrive à véritablement à nous assumer, à dire non, nous-mêmes là, on a nos ressources, il faudrait que nous-mêmes on se développe, au lieu chaque fois de pleurnicher, d'accuser les autres. Non, je dis non. Donc pour vous, c'est une fuite en avant, c'est un refus de s'assumer, de faire face à sa responsabilité. Justement. Alors, Lukupa, comme le disait, quand vous dites que l'Occident manipule l'Afrique, pourquoi pas le contraire? Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de manipuler l'Occident? Au fait, c'est ce que j'ai dit. Africain était d'abord un peuple d'amour, qui donne son savoir à n'importe quelle personne qui vient à l'Africain, à lui. Quand il disait ici que là, il disait non, l'Africain était barbare. Non, si l'Africain était barbare, on n'allait pas enseigner les autres. C'était un peuple d'amour. On leur a montré toutes les techniques. Ils sont allés apprendre, ils se sont unis et venus nous attaquer. Ils nous ont attaqué plus de 1000 ans. Ok. Ils ont pu dominer, ils ont pu prendre le dessus, oui, je reconnais. Mais ils ont envoyé un autre système pour nous abêtir. Ils disaient que l'Africain n'aime pas son frère, l'Africain ceci, cela. C'est le système qu'ils ont créé qui nous a envoyés là. Ils ont pris nos biens, ils ont fermé nos yeux, ils nous ont envoyé nos systèmes pour nous abêtir. Alors, pourquoi facilement, avec l'arrivée d'un étranger, on abandonne, on se laisse facilement dominer, on abandonne notre système au profit du système de l'autre? On l'adopte facilement? Je vais expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Quand ils sont venus avec la guerre. Nous, on les voyait comme des frayés. Et ils sont venus avec la guerre. Ils nous ont combattus. Ça a été plus de 1000 ans. Ils nous ont combattus, ils ont pris le dessus. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous voyez que c'est un peu difficile. Il fut un moment où l'Africain était obligé de vivre en brousse de peur d'être tué. Il fut un moment où on était obligé de fuir les villages, de fuir. Donc, on a vécu comme ça pendant plus de 500 ans. Vous ne pouvez pas penser qu'avec un système de vie, l'Africain peut retrouver son intelligence en une seule année. Non. Il va falloir un long moment pour que l'Africain se retrouve. Maintenant, quand il dit que non, l'Africain veut rien pendant combien de temps comme ça? Elle a dit que l'Afrique ne pourra jamais se développer, ne pourra pas aller de l'avant. Le problème, c'est qu'il faut que les gens croient à l'Afrique. Le combat du Camille, c'est que quoi? Si l'Africain a tout fait pour créer le calendrier, si l'Africain a tout fait pour savoir, pour reconnaître les 365 jours, si l'Africain a tout fait pour créer les lundis, mardis, mercredis en fonction de son adoration, si l'Africain a tout fait pour trouver les 12 mois, là, il ne peut pas nier. C'est l'Africain qui a tout fait. Si l'Africain, lorsqu'il est serré, il va quelque part, il peut créer quelque chose, même chez les Blancs, tout ce qui a été développé. C'est pendant l'esclavage, quand ils sont venus prendre les gens partis, on les fait travailler la nuit, jour et nuit. La nuit, on les force à travailler. Il a fallu qu'ils trouvent un système pour pouvoir travailler la nuit. C'est par là qu'ils ont créé tout ça. Quand tu prends Lewis Latimer, qu'est-ce qu'il n'a pas créé dans l'électricité? C'est lui qui a révolutionné. Quand tu prends le feu rouge, comment on appelle ça, Gareth Morgan, c'est lui qui a révolutionné. Même actuellement, on parle d'Internet et tout ça, les Blancs sont en avance. Non. Ils n'ont qu'à remercier le noir Philippe Ewagweli.
Non, c'est des Noirs, mais ce n'est pas des Africains. Non. Quand ils disent c'est les Noirs, ce n'est pas des Africains. Nous, on évolue normalement en fonction de ce dont on a besoin. L'Africain n'évolue pas pour créer, pour vendre ou bien pour commercialiser sa sagesse. On évolue en créant ce dont on a besoin. On n'était pas à un niveau, vous voyez, parce que l'Africain, c'est que quand on se presse pour crier vers la fin, ça nous donne des maladies. Ça crée des systèmes bizarres dans notre santé. Regardez ceux qui se sont pressés, ils ont créé des choses. Tout nous donne, même comme on appelle ça, à la pharmacie, tout nous donne des maladies. D'autres même ont créé des systèmes vers la fin, ils sont obligés de créer des trucs. Mais c'est pas comme si on comprend bien votre raisonnement. C'est que pour que l'Afrique se développe, pour vous, il faut que l'Afrique donne dos carrément à tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez, ce qui vient de l'extérieur, beaucoup ont commencé par les Africains. Beaucoup ont été commencés par les Africains. Vous voyez un peu. Mais pour qu'on évolue, avant qu'on ne fasse face au système occidental, il faut que nous-mêmes, on revoie nos systèmes, on prenne nos systèmes pour améliorer. Prenons le cas de santé. Vous voyez, c'est déplorable. La médecine traditionnelle est rejetée carrément. Il faut que on recherche ces vieux qui mettraient le secret de la nature, qu'on les mette sur table, qu'on les mette devant tout le monde, qui reprennent les... Est-ce que ce n'est pas aussi parce que cette médecine traditionnelle est en train de montrer ses insuffisances, ses lacunes, au-delà de cette médecine, tout ce qui a été... Vous voyez, pas parce qu'on démontre notre insuffisance, ou bien pas parce que l'Africain démontre son insuffisance. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit là, un peuple qui a été frappé, chicoté, et il est obligé de fuir, vivre en brousse, vous voyez que ce peuple a perdu beaucoup de choses. Et puis, un moment encore, le groupe qui prend le dessus vient avec un autre système de, excusez-moi le terme qui me fait un peu rire, Jésus, qui carrément enlève la puissance de l'être humain pour mettre ça au mur, et puis il dit il faut applaudir parce que toi, ton être n'est rien sans ce qui est au mur. Vous voyez que ça perd beaucoup de choses. C'est un système qu'on a envoyé pour enlever d'abord l'intelligence du noir. Sinon, le noir est hyper intelligent. D'accord, vous avez compris, M. Daou, vous voulez réagir, allez-y. Parce qu'il y a trop de contre-vérités dans les propos de mon jeune frère Loukou, quand il dit que les Blancs sont venus attaquer les Africains. Mais non, les Blancs ont réussi à pénétrer en Afrique avec la bénédiction des Africains eux-mêmes. Ils sont venus en Afrique avec la bénédiction des Africains eux-mêmes. Je vous parle par exemple de l'esclavage. Mais ce sont les rois, les chefs du village, même des différentes contrées où les Blancs ont posé pied, ce sont les rois eux-mêmes qui prenaient sur eux de saisir leurs propres compatriotes, qu'ils appelaient esclaves, et qu'ils mettaient à la disposition des Blancs, gratuitement. Mais les Blancs, ayant pris goût à cela, ils ont commencé à développer ce commerce-là. Mais qui a été le premier initiateur? Ce n'est pas le Blanc, c'est les Noirs nous-mêmes. Voilà pourquoi je parle du comportement méchant atavique du Noir. Sinon, comment comprendre que des gens qui étaient dans leur région, parce qu'il faut le dire, l'Afrique, les Africains ne sont pas bêtes, les Africains, nous sommes intelligents, nous avons toute une structure de gouvernance, vous avez des royaumes avec les notables et autres. Mais comment comprendre que des gens puissent venir nous abattir par des simples paroles? Il y a problème si nous-mêmes, on ne prête pas le flanc. C'est parce que les Africains eux-mêmes, dans leur démarche... Non, il estime que l'Africain est tellement amour, l'Africain aime tellement l'autre que voilà, c'est tout ce qui a un peu occasionné tout ceci. Non, ce n'est pas la raison fondamentale, non. C'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain facile qui a poussé nos parents à vendre leurs propres parents, leurs propres frères aux Blancs contre des fusils, contre des miroirs, contre des objets sans valeur en réalité. Donc c'est là, voilà pourquoi j'ai dit, à un moment donné, il faudrait qu'on se remette en cause. Voyez-vous, pour soigner une pathologie, il faut poser le bon diagnostic. Si le diagnostic est mauvais, on ne trouvera jamais la solution. Parce que chaque fois, accuser les Blancs ont fait ci, les Blancs. Nous-mêmes, que notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Voilà par là, il faut commencer. Parce que je ne peux pas comprendre comment un continent qui est puissant, un continent qui a toutes les ressources naturelles, qui a toutes les ressources pour faire de ce continent le plus puissant du monde, puisse être à la traîne aujourd'hui. Mais ce n'est pas le fait de l'autre.
C'est nous maintenant notre part de responsabilité. C'est pour une fois, nous les Africains, nous décidons de faire bloc, nous décidons de nous entraider, nous décidons de mettre à profit tout ce que la nature, tout ce que Dieu nous a donné comme ressources. Eh bien, on sera fort. Mais tant que nous allons procéder par ruse, par méchanceté, par haine, par division, et en refusant d'assumer notre propre responsabilité, en accusant tous les autres, on ne va jamais, je dis bien jamais, apporter une solution durable à nos problèmes existentiels. C'est très important. D'accord. Là, souligner quelque chose. Allez-y rapidement. C'est que quoi? Il disait que ce sont nos parents même qui vendaient nos parents, comme on le disait. C'est archi faux. C'est ce qu'il n'a pas encore compris, c'est que c'est un mensonge. Tout ce qu'on nous a fait croire, ce n'est que du mensonge. L'Africain n'a jamais... Vous êtes en train de nous dire que l'Africain n'a jamais contribué à l'esclavage. Non, non, non. Attends, les rois qui étaient parés qui étaient habillés de la tête aux pieds avec de l'or, ils vont foutre quoi avec des miroirs cassés en vendant une personne? Non. Non, non, ils ont été pris par force. Et les gens qui prenaient par force, ils ne connaissent pas l'histoire même de l'esclavage. Lui qui a fait le premier esclavage en attrapant 10 personnes, c'était Antão Gonçalves, le navigateur, comment on appelle ça, le navigateur portugais. Il a attrapé d'abord 10 personnes par force et il allait vendre à son roi. Il allait d'abord donner comme cadeau. C'est-à-dire qu'il prenait des hommes comme objets. L'esclavage a commencé quand? Maintenant, ça c'est où je parle là, ça c'est en 1441. Mais avant cela, ça, c'est en 1441 par Antão Gonçalves. Maintenant, en disant que les gens vendaient pas. C'était les Blancs qui venaient, ils attrapaient les gens par force et ils partaient vendre. Sinon, les gens ne vendaient pas. Maintenant, quand il dit que si l'Afrique s'unissait, oui, il a bien parlé. Mais je vais te dire quelque chose. En envoyant un système d'éducation où écoutez-moi bien, où quand tu écris ta feuille, tu dois cacher à quelqu'un comme ça. Vers la fin, tu te crois meilleur toi seul et tu ne peux pas évoluer à l'unisson. On est d'accord? On nous envoie un système pour nous avertir. Quand tu monsieur, il triche et puis tu fais comme ça, tu seras toujours là à regarder toi seul en tant que meilleur. C'est ce système qui fait de vous aujourd'hui quelqu'un qui est capable de venir sur ce plateau pour faire un débat sur une chaîne de télévision. Oui, mais je voulais dire que ce système, oui, le système, oui, c'est bien. Mais le système derrière, où on parle de l'individualisme, c'est de ça que je parle. Le système qui crée l'individualisme, pas le système qui apprend à lire et écrire. Ça, c'est bien beau. Mais le système qui crée l'individualisme, qui développe l'individualisme. Parce que ce qu'on nous montre, c'est bien beau. Mais il y a encore un côté dedans qui crée l'individualisme. C'est ce qu'il faut chercher, il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Je peux poser une question à Loukou? Oui. Allez-y. Qu'est-ce qu'il pense du système des castes en Afrique qui a cours jusqu'à présent? La stratification des peuples, les nobles, les esclaves. Et un peuple a le droit de naissance d'opprimer l'autre et qui a cours actuellement au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. Qu'est-ce qu'il en pense? Ok. Il vous dira que... allez-y. Je vais répondre. Et ça existe depuis l'avènement des Blancs en Afrique. On vivait dans un système de royauté et tout ça. On est tous d'accord que quand le roi est là, il y a ses ouvriers, comme on dit, servantes et tout ça, ses notables et tout ça. C'est ce qui a créé tout ça. Mais de toute façon, ils voient les choses en disant qu'on piétine, on fait ceci, on fait cela. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'était comment? Voilà. Bien sûr que le roi, il reconnaît ses ouvriers, mais il les respecte. Non, ce n'est pas question de roi. C'est-à-dire, ce n'est pas question de roi. C'est tout ça qui a créé. Non, je viens. Jusqu'à présent, en Afrique, il y a des communautés où certains peuples sont considérés comme supérieurs à d'autres. Où certaines personnes ne peuvent pas se marier à d'autres dans la même tribu. Non, parce que l'autre tribu est considérée comme esclave, l'autre tribu est considérée comme forgeron. Donc, il y a cette stratification de la population même au sein d'une même communauté. Ça, c'est de la barbarie, c'est de la discrimination. Non, c'est pas normal. Ce que je dis, moi, je peux expliquer. Ce n'est pas une histoire de se croire au-dessus, d'infériorité ou de supériorité. Non, mais c'est ce qui est. J'explique. Les nobles, il y a des côtés d'alliance. d'alliance. Non, je viens. Il y a des côtés d'alliance
où on dit, ok, tel peuple et tel peuple, où ils font alliance comme Baoulé et Agni, on dit, non, tu es mon roi. Ça, c'est pas alliance. Il y a ça maintenant, où on dit, telle personne, vous êtes de casque, comme la foi Giron, tu ne dois pas marier, tant. Je vous explique quelque chose. L'Afrique a pris tout le temps d'analyser la nature. Est-ce que vous savez que quand on va encore en profondeur dans le spirituel, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne devaient pas se marier. Mais le physique, on est là où elle est belle, elle est comme ça, on la marie, mais dans notre couple, il y a trop de problèmes. On est d'accord? On est d'accord? L'Africain sait que telle personne et telle personne, quand on rentre dans le spirituel, si les deux se marient, soit ils vont beau éduquer l'enfant, mais l'enfant sera un voleur. Mais ça, c'est pas le plan spirituel. Ça, je vais aller en profondeur. Ok, ok. Quand tu vas au Mali, il y a des noms de famille. Il y a les Kouyaté, oui. Il y a les Sanogo, oui, oui. Il y a les Sissé au Mali. Il y a les Koïta qui se considèrent comme des nobles. Oui. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Oui. Ça y est, depuis la nuit des temps, je viens, laisse-moi aller au bout de mes idées. Depuis la nuit des temps, leurs parents ont considéré que ceux qui portent ce nom-là sont supérieurs. Ils font partie de la race supérieure. Maintenant, à côté d'eux, il y a certains qui sont considérés comme des esclaves. Par exemple, les Sidibé, les Konaté, les Konaré. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, hein, mais c'est un exemple que je donne. Ils sont considérés comme des esclaves. Donc, ceux que j'ai cités plus haut n'ont pas le droit de se marier avec ceux-là. Parce que leur union crée une impureté dans la lignée de leur famille. Ce système qui accourt dans une Afrique que tu qualifies d'amour, ce système de discrimination, de ségrégation, mais pour moi, je le considère comme un système barbare, un système violent. Quelle différence y a-t-il entre cette forme de discrimination et la discrimination qui accourt aux États-Unis entre les Blancs et les Noirs? C'est la même chose. Seulement que de l'autre côté, la différence se situe au niveau de la peau. Mais chez nous en Afrique, terre reconnue comme le berceau de l'humanité, on a poussé la bêtise humaine jusqu'à stratifier des personnes sous le fallacieux prétexte que moi je décide que je suis noble par rapport à toi. Alors, monsieur Dao, si on vous comprend, hein, pour vous, certes, on peut retourner aux sources, mais il y a certaines valeurs qu'il faut laisser tomber, certaines pratiques qui avaient cours dans le passé qu'il faut laisser tomber. Je suis entièrement d'accord avec vous, Khalil. L'Afrique a des valeurs, c'est indéniable. Moi, je suis africain, j'ai mon village, je sais les pratiques bénéfiques qui ont cours dans mon village. Mais ce n'est pas toutes les pratiques qui ont cours dans mon village qui sont à saluer. Il y a des pratiques que moi je condamne. Entre autres, l'excision, que je trouve une barbarie que les gens effectuent sur la chair maîtrise de jeunes filles. Je dis non. Ça, c'est un exemple de barbarie que je condamne. Deuxième barbarie que je condamne dans nos pratiques ici en Afrique, c'est le fait souvent d'associer des rituels humains, je dis bien humains, à nos fétiches. Je dis non. On peut faire des rituels avec des animaux, mais aller enlever la vie à un être humain pour adorer des fétiches, peut-être que c'est notre tradition, je dis non, ça c'est de la barbarie qu'il faut éliminer de fait. Et il y en a à l'appel, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'a pas de valeurs. Non, l'Afrique a des valeurs. Tout à l'heure, il a parlé de la spiritualité. Peut-être qu'il ne sait pas. Je suis un maître spirituel. Je sais de quoi il s'agit. On a nos valeurs, on a nos eaux, on a nos forêts, on a nos arbres, on a nos terres, qui ont cette quintessence spirituelle qu'il faut développer si nous voulons aller au loin. Mais en même temps, il ne faudrait pas que nous ramions à contre-courant contre ces valeurs-là qui nous interdisent certaines pratiques que si on y prend garde, risquent de nous scléroser et nous rester à la traîne des autres. C'est ça en fait le problème de l'Afrique. D'accord. Il a évoqué, c'est vrai pour lui, on peut retourner aux sources, aux pratiques anciennes, ancestrales, comme vous le souhaitez, mais seulement que pour lui, dans ces pratiques-là, il y en a qu'il faut carrément laisser tomber, balayer. Il a parlé de l'excision, notamment l'excision. Qu'est-ce que vous en pensez? Il parle aussi du fait de verser du sang pour des fétiches. Il faut dire que les gens, quand ils voient la culture africaine ou la tradition africaine, ils ne voient que ces mauvais côtés-là, l'excision, du sang humain et autres. L'Afrique, même vraie dont on parle, n'est pas dans ces choses-là. L'excision, comment est-ce que l'excision a été créée? L'excision a été créée au moment où les gens combattaient.
Au moment où il y avait des rois et les guerriers, ils combattaient. Donc il y a des gens, quand ils vont au front, ils durent. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? C'est de faire ces excisions-là, pour ne pas qu'elle ait l'idée. C'est une pratique. Voilà, donc c'est une pratique, on peut dire je peux même dire abominable. L'Afrique est consciente qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Oui, c'est des choses, maintenant en parlant des sang humains, il n'y a aucun, lui il a parlé des œufs et tout ça encore, ça me plaît avec les trucs. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun esprit qui aide l'Afrique à se développer qui a besoin du sang humain. Jamais. Vous savez, qu'est-ce qui justifie alors ces pratiques que les gens faisaient? Non, les sacrifices humains. Oh non, c'est des pratiques que les gens même, ils prennent l'initiative de faire qui n'a rien à voir avec la culture réelle. Même en Arabe, chez les Arabes et autres, les gens font. Même en Europe, les gens font. Les gens parlent de les sectes bizarres et autres, les gens font. Même en Afrique, les gens construisent les gens vendent les trucs humains là. C'est pas forcément que c'est les Africains qui utilisent. Les gens utilisent, mais ce ne sont pas des valeurs africaines, ce ne sont pas des pratiques africaines. Tout le monde fait. Oui, mais ne mettons pas ça sur le dos de l'Afrique. Alors, Louko, quand vous dites de revenir aux sources, dans le retour aux sources, vous mettez quoi concrètement? Voilà. Quelles sont les valeurs auxquelles on doit se référer? L'Afrique, je répète, l'Afrique doit arrêter certaines bêtises d'applaudir entre les quatre murs et de revenir à ses traditions. Prenons l'exemple. Tout à l'heure, il parlait les gens actuellement, ils fustigent les pratiques comme... et ils appelaient ça les ancêtres et autres. Bon, on n'adore pas les ancêtres, beaucoup ne comprennent pas. Voilà, on n'adore pas, c'est la mémoire qu'on honore. Il y a l'histoire des eaux et autres. Il y a des intelligences spirituelles qu'il faut chercher à avoir à travers ces choses. L'Afrique, un Africain doit se connaître. C'est pour cela qu'il parlait des enseignements qui ne viennent pas de nous, qui ont été imposés, parce qu'un Africain transmet le savoir et il n'enseigne pas. Pour enseigner, un professeur peut s'arrêter là, on est 20, il nous enseigne. C'est quoi la différence entre la transmission du savoir et l'enseignement? Transmission et enseignement. Un professeur peut rentrer dans la salle, on est 20. Il va nous enseigner, lui qui a compris, il a compris, lui qui n'a pas compris, il n'a pas compris, il fait son évaluation, lui qui a eu la moyenne, c'est tout. Alors que transmission du savoir, vous allez voir qu'un professeur de physique ne peut pas transmettre son savoir à quelqu'un sans que la personne aussi ne soit professeur de physique. C'est-à-dire quand vous voyez les professeurs de physique, ils ne savent même pas fabriquer coup. Et puis ils enseignent, ça c'est enseignement. Mais quand tu as un savoir, tu transmets, la personne devient comme toi-même, devient aussi un maître. C'est comme ça l'Afrique. L'Afrique, quand il veut enseigner un enfant, il donne tout un savoir à l'enfant et l'enfant se connaît lui-même. L'enfant sait que voilà son esprit qui l'accompagne, il est comme ça, voilà comment il doit évoluer, voilà ce qu'il doit manger, voilà ce qu'il ne doit pas manger. Je vois les gens, ça me fait rire, que moi je suis devenu chrétien, il peut manger telle chose bien, mais tu ne connais pas l'alliance qui lie ta famille à cette chose. Donc l'Africain, quand il se connaît, il ne fait pas de n'importe quoi. Tout ce qu'il fait, il se connaît. Alors, à vous entendre parler, même on a l'impression que pour ce retour aux sources, pour le développement de l'Afrique, il faut carrément abandonner nos religions. Oui, les religions. Quand vous dites nos religions, vous êtes un Africain, vous dites je veux dire les religions qui sont pratiquées, telles que l'islam, telles que le christianisme et autres. Il faut les abandonner. Oui. Mais il faut les abandonner. L'islam, le christianisme, le bouddhisme et autres, il faut les abandonner. Seulement que, je ne sais pas si ça peut être un sujet, je peux développer beaucoup de choses, mais bon. Ça fait partie quand même de ce... Oui, ça fait partie. Pourquoi je dis d'abandonner? Prenons le cas du christianisme. Une religion très menteuse qui enlève la puissance de l'homme. Vous assumez vos propos? J'assume. Et si c'est ce débat, on doit aller, je pense que ça va encore... Je pourrais développer beaucoup de choses. Qui enlève la puissance de l'homme et qui entraîne l'homme dans les bêtises. Vous voyez ceux qui sont entre les quatre murs qui applaudissent, qui se disent des religions, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible.
Ils s'en vont s'asseoir, le pasteur les enseigne, il finit et puis on applaudit. Vous êtes de quelle religion? Mais quelqu'un est en train de dire qu'il faut abandonner et puis vous lui demandez il est de quelle religion. Moi je suis un kamite, je suis un Africain pur. Ce qui fait la différence entre un kamite et un panafricain, le panafricain, il peut être, c'est le côté politique, il peut être un religieux. Et puis les panafricains. D'accord, on vous a compris. Alors, M. Dao, vous avez entendu le groupe ACOM qui estime qu'il faut abandonner quand même ces religions-là si vraiment on veut voir une Afrique développée demain. Mais ce qu'il dit est très grave. Moi, je pense que les religions n'ont rien à voir avec l'état de pauvreté extrême de l'Afrique. Parce que la religion dont il parle, la religion chrétienne, elle est pratiquée en Europe. L'Europe est développée. Mais c'est les Noirs qui le font. La religion de l'islam, elle est pratiquée également en Europe et en Arabie. Ces pays sont développés. Donc, je pense que les religions n'ont rien à voir avec l'état de pauvreté de l'Afrique. Ce qu'il faut savoir, vous savez, Khalil, tout est spirituel. Tout est spirituel. Aujourd'hui, l'Afrique, le problème de l'Afrique est d'ordre spirituel. Le retard de l'Afrique est d'ordre spirituel. Et le développement de l'Occident également est d'ordre spirituel. Le spirituel, c'est l'aspect de notre vie qui ne ment pas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la spiritualité, lorsque vous posez une action A, il faut vous attendre à un résultat B. C'est clair et net. Je ramène ça au plan physique. Quand vous buvez beaucoup de l'eau, qu'est-ce qui se déclenche en vous? L'envie d'uriner. Donc, le bien-être de l'homme, je ramène la chose à la dimension humaine, simple, individuelle. Le bien-être de l'homme dépend de notre rapport personnel avec le divin. Si notre rapport avec le divin se trouve être faussé vers le départ, il est clair et net que nous allons en payer le prix fort. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Nous affirmons à quoi est écrit notre spiritualité africaine, mais dans la pratique de cette spiritualité-là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et bien entendu, le résultat attendu, c'est quoi? C'est le châtiment divin. L'Africain n'est pas généreux. L'Africain, il est méchant. L'Africain, il est hypocrite. Quand on me dit d'abandonner nos religions, mais je suis surpris. Les religions ont fortement contribué à mettre fin à cette barbarie qui prévalait en Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est grâce aux religions, généralement la religion chrétienne et musulmane, que beaucoup d'Africains qui avaient de ces pratiques barbares et abominables sont entrés dans les rangs. Et aujourd'hui, la religion qui enseigne la paix, l'amour, a permis à beaucoup de féticheurs, à beaucoup de gens qui n'avaient pour principe que des pratiques barbares, violentes et relatives aux rituels, de tourner dos à ces pratiques-là et de s'adonner à Dieu véritablement. Donc, j'ai dit que tout est spirituel. Si l'Afrique adopte une posture spirituelle saine, je dis bien saine, le développement de l'Afrique va se faire de lui-même. Par contre, si nous continuons de ruser avec les principes spirituels et les principes divins, nous allons toujours rester à la traîne des autres. Alors, un instant, M. Dao, vous qui êtes pour l'ouverture de l'Afrique, il faut que l'Afrique s'ouvre au monde entier. Bien sûr. On a eu des programmes de développement qui avaient été mis en place en Afrique. On a connu le NEPAD, on a connu le plan Oméga du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, on nous parle de l'agenda 2030 et le marché unique. Malgré tous ces programmes, l'Afrique, le continent africain semble être toujours à la traîne. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aux sources, comme il est dit? Non, c'est... Malgré toute cette ouverture? Oui, cette ouverture. Mais quels sont ceux qui pilotent ces programmes-là? Mais la plupart, ce sont nos chefs d'État africains. Quelle est leur posture mentale et comportementale face à la vision de développement de leur propre pays? Quand je te dis que nous-mêmes, on doit se remettre en cause. Il y a un problème de gouvernance? Mais bien sûr, il y a un problème même de vision. Il y a un problème de vision et puis il y a un problème comportemental même. Parce que lorsque celui qui est à la tête du pays n'a pas cette culture spirituelle, ne pense pas au bien-être de son peuple, il pense de manière égoïste à lui-même et à son entourage, à son clan, mais bien évidemment, quels que soient les programmes de développement qu'on mettra à sa disposition, ça ne produira pas de résultats. Voilà pourquoi je n'ai pas de spiritualité. La spiritualité d'abord, c'est quoi? La générosité. Il faut être généreux.
Lorsqu'on vous donne des moyens, lorsqu'on vous donne des fonds, vous êtes un chef d'État, ce n'est pas pour vous et votre famille, c'est pour le peuple. Lorsqu'on est président, on est le représentant de Dieu sur terre. On a les qualités de Dieu, mais en quantité infinitésimale. On se doit de distiller autour de nous la générosité, l'amour, le respect, le bien-être de son peuple. Si cela est mis en pratique, bien évidemment, l'Afrique pourra sortir la tête de l'eau. Alors, Loukou, est-ce qu'il ne faut pas, comme il est dit, il ne faut pas plutôt changer de mentalité? Est-ce qu'il ne faut pas revoir nos modes de gouvernance ici en Afrique plutôt que de revenir aux sources? Non, non. Il va comprendre quelque chose. J'ai senti quelque chose en lui. Il veut confondre quelque chose. Je vais rebondir un peu à ce qu'il a dit concernant les religions. J'ai vu qu'il a comparé la religion à la spiritualité. Ce jour et la nuit, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a la religion à part, il y a la spiritualité à part. Maintenant, en disant... Montrez-nous la distinction. Ah, la différence, elle est grande, elle est grande. Allez-y, en quelques mots, dites-nous, qu'est-ce qui différencie la spiritualité de la religion, puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Il faudrait quand même que vous puissiez vous expliquer. La spiritualité te connecte à Dieu. La spiritualité, il y a un système transcendantal. Il y a la spiritualité, on cherche à se connecter, à être un avec Dieu. Et la religion alors? La religion se base sur les livres. Un peu comme on te dit, par exemple... Dans la religion, il n'y a pas de connexion entre l'homme et Dieu. Non, la religion, c'est un dogme qu'on enseigne. C'est un peu comme à la maison, papa te dit, dès que tu te réveilles, net va te brosser. C'est un peu comme ça, le pasteur te dit. Oh, le pasteur dit, on n'a qu'à se brosser. Maintenant, on se brosse 3 fois par jour, 4 fois par jour. C'est un système comme ça. Est-ce qu'on dit que c'est le pasteur qui dit ou c'est l'imam qui dit? On dit plutôt, c'est Dieu qui dit. Le pasteur, l'imam ne sont que des enseignants. Ils ne font que transmettre l'enseignement coranique, biblique à leurs fidèles. C'est tout ça qui met l'Afrique à retard. Il dit tout ça pour pouvoir prendre plus de 10% de ce que tu as. Quand vous êtes 10, quand il prend 10%, ça fait... Il a la totalité de ce que chacun a. Quand vous êtes 100, ce qui veut dire qu'il est 10 fois plus puissant que vous. C'est pour cela qu'il va venir te regarder. Dieu me dit que non, ta femme t'empêche d'évoluer. Et puis, du coup, tu t'en vas faire un discours avec ta femme. Parce qu'il te dit, pourquoi Dieu ne te dit pas toi-même? Quand on est spirituel, on se connecte à Dieu et Dieu. Maintenant, le problème, c'est que quand ils sont religieux, ils ne connaissent pas la spiritualité, on est obligé d'employer le mot Dieu, 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 Dieu. Mais, mettez votre église loin de l'histoire de Dieu. D'accord, ça on vous a compris. Maintenant, quand il parlait des politiciens et autres, ce qui me fait rire, c'est que ces politiciens-là, voilà la différence entre la spiritualité et la religion. Ces politiciens-là, ils prêtent serment sur la Bible, non? Pourquoi quand ils font des bêtises, là, ça ne va nulle part? Allez-y, prêtez serment devant, par exemple, au nord, chez les gens de Poro, et puis viens faire des bêtises, on va voir. Va prêter serment dans un bois sacré et puis viens faire des bêtises, on va voir. C'est pour dire que la religion, ça n'a jamais sauvé, ça ne sauvera personne. Ce n'est qu'un tout tas de mensonges qu'il faut mettre dans un sac pour pouvoir finir avec une personne qui en fait. Alors, monsieur, nous sommes presque à la fin de ce débat. Je voudrais qu'on parle un peu des perspectives de développement du continent africain. Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce que l'Afrique peut arriver à ce stade de développement auquel nous aspirons tous? Mais bien sûr, l'Afrique peut même dépasser, si on le veut, l'Occident. Il suffit de changer notre manière de voir, il suffit de changer notre mentalité, notre posture mentale et comportementale pour se mettre dans le moule d'une vision globale de la chose. L'Afrique a beaucoup de potentialités, mais il va falloir que les Africains eux-mêmes se fassent confiance. Il va falloir qu'on arrête toujours d'accuser l'autre de nos maux. Nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il est facile d'accuser toujours, d'indexer l'autre comme étant l'auteur de nos propres malheurs. Nous avons nos tares et retards. Il est grand temps que les Africains ensemble se posent la question de savoir pourquoi, malgré notre intelligence, pourquoi, malgré toute notre ressource qu'on a, pourquoi, malgré notre spiritualité, on n'arrive pas à émerger. C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Et lorsque, de façon honnête et sincère, nous allons apporter des réponses claires et nettes, à ces questions-là, je vous assure que l'Afrique va connaître un développement fulgurant. Les Blancs ont fait la même chose. Arrivant à un moment, les Blancs ont connu cette période flottante, cette période de barbarie et de violence. Mais à un moment donné, ils se sont remis en cause. Ils ont dit, mais si nous voulons évoluer, il faudrait qu'on sorte de ces pratiques-là. Mais malheureusement, les Africains
eh ben, on dirait qu'on se plaît à être pauvre. Je termine par l'exemple de la guerre en Ukraine. Voyez-vous, les Africains, à cause de la guerre en Ukraine, les Africains ont du mal à trouver du blé. Or, le blé n'est pas un produit typiquement africain. Nous avons le mil en Afrique, nous avons le sorgho, nous avons nos propres cultures. Pourquoi ne pas mettre ça en évidence? Non, mais on s'arc-boute. C'est tout ce qu'il appelle retour aux sources. Non, ça c'est un pan. Ça, c'est pas source. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tes propres réalités. Aujourd'hui, nous les Africains, ce que Dieu nous a donné comme culture, c'est le sorgho, le mil, etc. Le blé, c'est pour les Européens. Et c'est comme ça. La nature ne se trompe pas, Dieu ne se trompe pas. Il nous a créés en Afrique avec nos potentialités, avec nos forces, nos ressources. Il faudrait qu'on s'appuie sur ça en n'occultant pas les autres, en prenant ce qui est bon chez eux pour que nous soyons forts. Mais le drame, c'est que nous, non seulement on bâcle nos propres ressources et on bâcle également ceux des autres. Finalement, nous venons des êtres hybrides. On perd nos racines et on n'arrive pas aussi à bien maîtriser pour les autres. Donc nous sommes des êtres hybrides, sans tête, sans queue. D'où notre légendaire pauvreté. Alors, le coup, vous qui dénoncez, hein, on va le dire, l'universalisation du modèle de développement occidental, est-ce que vous voyez des perspectives de développement en Afrique? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est toujours ouverte à l'extérieur. L'Afrique collabore avec les autres pays, les autres continents. Oui. Il n'y a pas de perspective de développement? Oui, une très grande perspective, comme on le voit toujours. Vous voyez, on n'a pas parlé d'une Afrique sans collaboration. On dit de revenir à la source. Il a bien parlé en parlant de la guerre de l'Ukraine. Vous ne voyez pas, c'est tellement honteux de dire que Russie et Ukraine sont en guerre, on n'arrive pas à manger. Est-ce que vous pensez vraiment réellement que c'est possible de revenir aux sources en continuant de collaborer avec l'autre? Parce que quand on parle de collaboration, il y a aussi des échanges qu'on fait. Oui, je vais arriver à là. Quand on parle de retour aux sources, d'abord nous devons manger nos nourritures. Nous devons planter ce que nous mangeons. C'est honteux de voir deux pays occidentaux en guerre et puis on n'arrive pas à manger. Il faut qu'on cultive ce que nous mangeons, ça fait un. Il faut qu'on arrive à maîtriser notre spiritualité et avancer avec. Il y a tellement de sagesse dans notre spiritualité, il y a tellement de choses à apprendre. Il va falloir que l'Afrique arrête d'avoir honte lorsqu'il parle de sa spiritualité. Les gens, ils se glorifient, oh, je suis chrétien, je suis pasteur. Alors que, bon, excusez-moi pour le thème, je dis toujours aux gens que être pasteur, c'est un système c'est-à-dire, quand le gars voit qu'il a échoué à sa vie, et puis il cherche un second moyen pour pouvoir avoir un peu dans sa poche. Il faut qu'on arrête ça. Devenons des hommes spirituels et essayons d'éveiller notre conscience, pour ne pas dire notre troisième œil, mais éveillons notre conscience. Vous allez voir que l'Afrique va prendre. Et quand l'Afrique va décoller, je vous assure que personne ne pourra nous rattraper parce que ça soit sous-sol, ce dont on a besoin pour évoluer, on a ça. C'est pour cela, nous les Kamites, on lutte pour que l'Afrique revienne aux sources, pour pouvoir prendre le dessus comme on l'a toujours fait. Alors, on aurait bien voulu vous voir en tenue traditionnelle. J'avais dit ça. Voilà, vous êtes dans un tissu qui n'est pas africain, on va le dire. Oui, je sais pourquoi j'ai porté ça. C'est pour vous dire que quand on parle des ressources ou quand on parle des traditions africaines, ne voyez pas des trucs attachés. Non, ne voyez pas ça. Ne voyez pas ça. Mais le retour, ça correspond. Ça commence sur le côté vestimentaire d'abord. Oui, le côté vestimentaire. Non, si vous voyez bien, c'est un peu comme de l'africanisme modernisé. Mais le mot moderne n'est pas forcément occidental. Le mot moderne n'est pas forcément occidental. Prenez l'Afrique, autant de scorpions d'Égypte, avant même l'époque pharaonique, on était dans la royauté. Ils étaient différents avant qu'on ne rentre dans l'époque pharaonique. Quand on rentrait dans l'époque pharaonique, jusqu'à ce qu'on tombe dans l'époque de l'Empire, c'était un peu différent. Alors, c'est bien compris, le coup pas comme Dao Sekou, nous sommes à la fin de ce débat qui portait sur le thème le développement réel de l'Afrique passe-t-il nécessairement par le retour aux sources? On vous a entendu chacun, le groupe pas comme combattant Kamit,
votre combat, c'est de ramener tous les Africains à tout ce qui est africain. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous donner vos avis sur les différentes questions qui ont été posées. On va saluer également M. Daosekou. Daosekou, merci à vous d'avoir été présent, d'avoir été là avec nous pour animer ce débat. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV qui est toujours là pour vous offrir de belles émissions avec des thèmes attrayants, avec des invités qui ont les arguments qu'il faut pour vous amener justement à suivre nos différents programmes. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, restez toujours fidèles au programme de l'Intelligent TV. L'émission a été réalisée par Ariel Tchoukwam. Au son, il y avait Alain Angbonon, cadre Afri Zahu. Merci et puis excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.